Bonjour à tous. Je vais vous présenter l'importance de la fiabilisation de l'identité du patient. Euh, L'agence propose un annuaire de patients, un annuaire référentiel de patients, qui permet d'assurer une gestion sécurisée pour l'identification de chacun de ces patients. Donc, cet annuaire va relier une identité qu'on appelle certifiée. Une identité certifiée, c'est en gros une identité qui nous a été envoyée par le CCSS ou le RNPP. Là, on prend le cas, par exemple, de Maddy Schmidt, qui nous a été envoyé, pour lequel on a stocké notre identifiant à nous, 1, 2, 3, 4. Imaginons que Maddy passe par plusieurs établissements hospitaliers, elle passe par exemple aux HRS, qui, eux, vont leur donner un identifiant local qui est ABCD, puis elle va passer dans un autre établissement avec un autre identifiant local. Et ben, le rôle de l'annuaire, c'est de permettre de récupérer chacun de ces identifiants de chacun de ces hôpitaux. Et donc, ce service local a pour rôle de lier toutes ces identités locales de chacun de ces établissements, et ça permet aux prestataires de soins d'échanger et de partager de la documentation médicale sans erreur d'identification. On peut avoir quelques problèmes d'identification, et je vais donner 2, 3 exemples. Les catégories d'erreurs les plus connues, ce sont les doublons d'identité et les collisions d'identité. Concernant le doublon, on reprend le cas d'une Maddy, pour laquelle, par erreur, on a un doublon d'identité et donc on lui a créé 2 DSP différents. Et le risque ici, c'est qu'on a une vue partielle de l'historique du patient. Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'un médecin dépose dans le premier DSP de Maddy une intolérance à certains médicaments, par exemple, mais qu'un autre médecin va consulter son deuxième DSP. Ici, son intolérance n'apparaît pas et ça peut poser donc un problème pour la patiente. Et dans les cas de doublons, pour résoudre ces cas, il suffit en fait de fusionner les identités correspondantes. Donc en fusionnant, de notre côté, on va pouvoir fusionner les informations contenues dans les 2 DSP pour en retrouver qu'un seul. Par contre, dans le cas d'une collision, on va imaginer une personne qui s'appelle Maddy, une autre personne qui s'appelle Maggie, et on aurait par erreur un seul DSP pour ces 2 personnes. Là, ça peut aussi être un cas grave, puisqu'on obtient des informations médicales de 2 personnes dans un seul DSP. C'est pour ça que ici, ça peut paraître un peu exagéré comme phrase, mais ça ne l'est pas vraiment. Quand on dit qu'une erreur sans conséquence aujourd'hui peut être fatale demain, bah, si on prend l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec une intolérance qui n'est pas détectée, médicalement, il peut y avoir des conséquences dangereuses. Et dans le cas d'une collision, ce qu'on peut faire pour résoudre le cas, c'est de s'assurer dans le DSP que chacun des documents appartient à la bonne personne pour pouvoir recréer un DSP dédié vraiment à chacune de ces personnes et retrier ces documents pour les assigner correctement. Alors, concernant l'identification d'un patient, dans le principe, on ne veut pas, et j'en parlerai dans le slide suivant, se baser sur une seule information, comme par exemple le matricule. On pourrait croire que le matricule, c'est quelque chose d'assez fort pour permettre d'identifier toute personne, mais il faut se méfier. Nous, on conseille très fortement d'utiliser plusieurs traits qu'on appelle des traits stricts, qui sont le nom de naissance, idéalement avec le nom d'usage, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, par exemple, les noms de femmes mariées, le prénom, date de naissance, le sexe, et bien sûr, idéalement quand même le matricule, mais qui n'est pas obligatoire non plus. Par exemple, quand on reçoit des cas de naissance qui sont remontés depuis les hôpitaux, forcément le bébé n'a pas encore de matricule, donc l'hôpital nous envoie dans un premier temps les traits stricts, et plus tard, il nous envoie le matricule. Avec ces critères-là, les établissements nous envoient également leur identifiant permanent local. Donc, a priori, si on a toutes ces bonnes informations, on est sûr d'obtenir la bonne personne en cible. Et on note justement que pour une identité certifiée, il ne peut y avoir qu'un seul identifiant permanent local. Donc, on ne peut pas avoir sur une bonne identité 2 rapprochements pour les hôpitaux des HRS, par exemple. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Pourquoi l'identifiant unique n'existe pas? On peut tout à fait avoir, et c'est déjà arrivé, des problèmes d'enregistrement des matricules au sein même du RNPP. Ils peuvent se tromper eux-mêmes, l'erreur est humaine en se trompant dans le nom à un caractère près,
la date de naissance, ils peuvent également se tromper, faire une erreur de saisie. Dans le cas-là, le RNPP, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils vont désactiver le matricule qu'ils ont créé. On est prévenu de ça, et ils vont créer un nouveau matricule à la personne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas se fier uniquement sur un nouveau matricule, parce que par exemple, si on crée un matricule aujourd'hui, le RNPP se rend compte qu'il y a une erreur, il nous envoie un autre matricule 6 mois après, certains établissements pourraient essayer d'utiliser l'ancien matricule et il ne faut pas le faire. On peut également avoir tout simplement un oubli de matricule du patient directement. Il y a des personnes qui peuvent venir au Luxembourg il y a 20 ans, on leur crée un matricule, elles déménagent dans un pays étranger, elles reviennent 20 ans après, elles ne se souviennent plus, elles n'ont plus leur carte de la sécurité sociale. Donc le RNPP, même parfois dans ces cas-là, surtout quand c'est justement des personnes identifiées il y a très longtemps et pour laquelle il n'y avait aucune activité, le RNPP ne va pas s'embêter, il va créer un nouveau matricule. Nous, dans notre annuaire, on a quelques leviers et on a un algorithme aussi pour essayer de détecter ces cas-là quand eux-mêmes ne nous transmettent pas l'ancien matricule. On essaie de faire des cohérences, on voit que les très stricts, on les avait déjà exactement pour une autre identité, on peut fusionner de notre cas-là. On peut aussi avoir, bien sûr, pas les erreurs uniquement du côté du RNPP, mais aussi du côté des établissements. Ils peuvent eux-mêmes se tromper en saisissant un mauvais matricule. Il y a certains établissements qui arrivent à scanner directement la carte de la sécurité sociale, donc ça évite a priori toute erreur pour le numéro. Mais il y a quand même encore beaucoup d'établissements et beaucoup de professionnels de santé qui saisissent ces données à la main. Et ça arrive assez fréquemment qu'il y a une bête erreur, 2 chiffres inversés, ce genre de choses-là. Donc là, en général, je vais en parler un peu plus tard. Notre algorithme arrive à détecter quand il y a une légère différence entre une saisie d'identité et une identité certifiée. S'il voit qu'il y a simplement un chiffre qui est interverti, il ne va pas prendre le risque de fusionner automatiquement ces identités, mais il va nous remonter chez nous dans une liste qu'on appelle liste de doublons, et que nous-mêmes, moi et mon collègue François, allons vérifier en détail pour s'assurer quel est le bon matricule et ensuite fusionner. Donc c'est pour ça que je disais qu'il est plus sécurisant de se baser sur un ensemble de traits et pas uniquement sur le matricule. Concernant l'annuaire référentiel des patients, donc je disais tout à l'heure, les identités certifiées, ce sont les identités qui nous sont rapportées par le RNPP et le CCSS, on va dire. Donc eux créent l'identité avec nom, prénom, les traits stricts et créent un matricule. Ces infos sont envoyées dans un annuaire référentiel de patients. Et notre algorithme de rapprochement, en fait, va faire en sorte de récupérer les identités locales de chacun de ces établissements. Et donc l'algorithme va vérifier les traits qui nous sont envoyés, les noms, prénoms, matricules. Si l'algorithme voit que nous avons une identité certifiée qui match à 100% avec ce que l'établissement nous a envoyé, un rapprochement va être créé. Là encore, on reprend l'exemple de Madi qui a 3 identifiants de 3 établissements différents. Bien entendu, les établissements peuvent aussi se tromper dans un premier temps dans certains traits. Et si l'identité en question ne correspond pas tout à fait à l'identité certifiée que l'on a, notre système va créer une autre identité à part, uniquement créée par l'établissement. Et si c'est que l'établissement qui l'a créée, cet établissement a la possibilité de modifier ces informations. Mais dans le cas inverse, jamais un établissement ne peut modifier une identité certifiée. Elle-même ne peut pas dire non, ce prénom, je pense que c'est pas le bon, c'est plutôt celui-là. Ils n'ont pas des droits d'écriture sur nos identités certifiées. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, au moment de la saisie par les établissements, notre algorithme va tourner, va identifier tous les messages qu'on reçoit des établissements et vérifier qu'ils correspondent bien au même patient à 100%. Dans ces cas-là, il va les fusionner automatiquement et créer un bon rapprochement. Et en plus de cela, on a plusieurs leviers de sécurité. On a également une tâche qui tourne tous les jours pour vérifier toutes les identités qui ont été créées ou modifiées les dernières 24 heures. Donc si l'algorithme a un doute fort, on va dire il y a un certain pourcentage, si c'est 100%, il n'a pas de doute, il va faire le travail qu'il faut. S'il pense que l'identité correspond à 80% à une identifié déjà connue, le serveur va nous créer une liste, nous dire voilà à gauche mon identité certifiée, voilà à droite l'identifié que j'ai reçu, que faut-il faire? Et là, il y a un travail manuel qui est fait par la cellule Identito pour savoir voilà, est-ce qu'on fusionne, est-ce qu'on ne fusionne pas. On peut se renseigner nous-mêmes directement auprès de la CCSS pour demander plus d'informations s'il le faut.
Et selon le cas, on fusionne ou on défusionne l'identité. Concernant les services qui sont proposés, d'une part, pour les professionnels de santé, eux peuvent interroger notre annuaire de patients simplement en communiquant avec notre serveur. Ils nous envoient par exemple un matricule et nous dit voilà quel patient j'ai de mon côté, ça correspond à lui. Et dans ce cas-là, si c'est un matricule, normalement on n'envoie qu'un seul patient, parce qu'on ne peut pas avoir deux patients avec un même matricule. Mais ils peuvent également interroger notre serveur en nous envoyant le nom, prénom, date de naissance, les traits stricts que j'ai donnés tout à l'heure. Dans ce cas-là, notre serveur va lui envoyer soit le patient exact, soit il peut aussi également proposer une liste de patients. Pour les établissements de santé, eux peuvent faire également un service de recherche de patients. Ils peuvent nous envoyer des messages en donnant directement leur identifiant local et on leur envoie le résultat. Ils peuvent bien entendu créer un rapprochement, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une admission qui est faite et que la personne n'est jamais venue dans l'hôpital en question, on va créer un rapprochement. Et comme je disais aussi tout à l'heure, les établissements peuvent corriger les données qu'ils ont eux-mêmes saisies. Donc soit en modifiant, en disant mince, je me suis trompé dans le nom, j'ai mis le nom de femme mariée ou le nom de naissance, eh ben, je vais le corriger. Si cette identité n'est pas certifiée, notre outil va faire la correction. Ils peuvent également fusionner les identités dans certains cas également. Ils peuvent, quoi qu'il en soit, l'identité certifiée restera toujours maître. Si l'hôpital s'est trompé, qui nous ont envoyé deux identités avec deux identifiants locaux différents, et eux, ils peuvent nous envoyer un message pour dire ok, si je me suis trompé, le bon identifiant, c'est celui de gauche, je vous envoie une fusion, donc on va perdre le faux identifiant et garder le bon. Concernant le guide d'implémentation HL7, je vais laisser la parole à Seb. Oui, alors, quand on veut intégrer les services de l'annuaire patient dans les applications, donc il y a un kit de connectivité qui est mis à disposition. Dans ce type de connectivité, en fait, il s'appuie sur un standard, c'est le HL7V2. On utilise le LLD, le standard d'échange. Mais en fait, donc sur ce standard, on n'utilise pas tout. On utilise un sous-ensemble de ce standard. C'est représenté par une partition. Des notes de musique. En fait, nous, on n'utilise que certaines notes dans la partition. C'est pareil sur le standard H7V2. Et ensuite, par rapport à ces messages qu'on utilise, Q22 par exemple, 04, etc., il y a un enchaînement qui est défini dans un guide d'implémentation. Un guide d'implémentation donne quel enchaînement on met sur ces messages pour notamment, en général, on fait une recherche patient, on commence par une recherche patient, voir s'il existe déjà, s'il n'existe pas, on crée un patient, c'est de faire une création d'un nouveau patient, et tout ça est défini dans le guide d'implémentation sur la partition musique en